Tendance de l'évolution des machines informatiques depuis 1950. L'histoire de l'informatique après 1945 fait l'objet d'un exposé synoptique. Certaines modifications apportées à la structure des machines informatiques après 1950 méritent d'être soulignées. Quelques-unes remettent même en question depuis plusieurs années la structure de von Neumann. Un premier type de perfectionnement, miniaturisation, intégration, baisse de coûts, amélioration des performances dans le domaine des unités centrales et mémoire, a suscité la notion de génération d'ordinateurs. La première génération, 1950-1959, se caractérise par l'utilisation de tubes à vide miniaturisés dans les unités centrales et de lignes à retard, tambours magnétiques et tores de ferrite pour les mémoires. La seconde génération, 1959-1963, voit apparaître les transistors dans les unités centrales. La troisième génération, 1964-1975, fait place aux circuits intégrés, qui réunissent de nombreuses unités logiques sur un même élément de semi-conducteur. La quatrième génération s'ouvre aux microprocesseurs et aux mémoires intégrées de plus en plus puissantes. Les opérations élémentaires permises par les jeux d'instructions des machines deviennent de plus en plus performantes avec l'apparition de l'arithmétique flottante, des instructions sur les chaînes de caractères, des instructions de transfert en bloc et d'instructions de contrôle multi-effets. Depuis 1978, en revanche, on peut percevoir un retour à une simplification des jeux d'instructions. Le deuxième type de perfectionnement des structures de machines touche à l'automatisation des entrées-sorties et aux améliorations apportées aux périphériques. Dès la première génération, la différence principale entre les ordinateurs commercialisés et les machines expérimentales tient aux organes d'entrée-sortie rudimentaires dans les machines expérimentales. La troisième amélioration, sans conteste la plus importante, est l'apparition de couches de logiciels qui amènent l'utilisateur à considérer la machine physique comme une machine logique plus intelligente, plus simple et moins limitée. Moniteurs et superviseurs fournissent un environnement de contrôle pour l'exécution d'un programme. Puis, compilateurs et interpréteurs de langage de programmation interviennent, de plus en plus évolués, c'est-à-dire de plus en plus proches de l'utilisateur. L'immense majorité des techniciens ne voit la machine qu'à travers ses langages, de même que l'immense majorité des utilisateurs ne la voit qu'à travers les programmes. La notion de mémoire virtuelle permet à l'utilisateur d'oublier en partie les limitations de la mémoire physique en taille et en vitesse d'exécution. Moniteurs et systèmes d'exploitation introduisent temps réel et temps partagé. Le perfectionnement des langages de commande fait de l'environnement d'exécution un langage lui-même. C'est en partie cet avènement d'une machine abstraite toujours plus distante de la machine physique qui pousse à l'heure actuelle à une remise en question de la structure de von Neumann qui subsistait jusqu'alors au moins dans son rapport à la logique globale. Cette remise en question provient de deux difficultés. Comment exécuter efficacement les programmes écrits sur cette structure dans certains langages? Plus encore, comment simuler efficacement sur un ordinateur de von Neumann de nombreux modèles physiques et biologiques? Le premier problème a suscité des tentatives de plus en plus courantes pour construire des machines correspondant à chaque langage de programmation. APL, Lisp, FP, Prolog, etc. L'autre a ramené au parallélisme sous diverses formes, parallélisme vectoriel d'abord, parallélisme de processus et de réseau ensuite. Enfin, une remise en question plus globale encore se traduit par la construction de puces micro-informatiques destinées à l'application d'un seul algorithme. On abandonne peu ou prou l'idée de machine universelle, cette notion ressortissant au programme qui effectue la conception de la puce à partir d'une description de l'algorithme. Les supports technologiques. Les technologies utilisées dans la construction des éléments de machine à calculer ou à traiter l'information font évoluer les structures de machines. Réciproquement, la conception de nouvelles structures de machines peut stimuler le développement de supports technologiques. Des interactions de ce type sont décrites dans le chapitre précédent. Les supports technologiques constituent le point de rencontre permanent des techniques du calcul avec l'ensemble des techniques d'une époque. C'est dans cette optique que nous les décrivons ici. Cette section aborde également la comparaison entre différentes technologies. Un modèle de comparaison technologique des machines à traiter l'information.
Les fonctions que nous estimons caractéristiques des machines informatiques ne sont pleinement différenciées que depuis peu. En effet, dans les anciennes machines et les vieux instruments, ou bien ces fonctions n'existaient pas, ou plusieurs d'entre elles étaient réunies en un seul organe. On peut cependant définir les opérations de base d'un traitement abstrait de l'information et étudier leur représentation dans chaque machine. Ce modèle de comparaison projette nécessairement sur le passé des notions qui lui étaient étrangères. Il est donc sujet à caution. Les fonctions qui composent le modèle moderne du traitement de l'information sont les suivantes: la représentation interne de l'information, la manipulation de cette information codée, son introduction dans la machine, y compris les informations concernant les instructions données à la machine, la visualisation de résultats ou d'état de la machine, enfin, les moyens de commande, de contrôle et de programme. Toute machine ou instrument de calcul comporte nécessairement une représentation codée de l'information. Mais la nature et les formes de cette représentation ont beaucoup évolué. Pendant longtemps, seul le résultat du calcul a été représenté comme dans l'ABAC. Ce n'est qu'avec la machine de Leibniz qu'est apparue la réalisation de mémoire immédiate, représentation de l'argument d'une opération, et avec celle de Babbage, la notion de mémoire intermédiaire, mémoire au sens actuel de mémoire immédiate. Après 1945, la distinction entre différents niveaux de mémoire s'est considérablement accentuée avec les mémoires rapides, les mémoires centrales, intermédiaires et de stockage. L'existence d'organes servant à l'introduction d'informations remonte à la machine de Pascal et à son inscripteur. Ce n'est qu'avec la structure de von Neumann qu'on a pu utiliser les mêmes organes pour les instructions de données et de commandes. Longtemps limitée à la représentation codée d'un résultat unique, la visualisation des résultats connaît un extraordinaire développement à l'heure des imprimantes, des écrans et de la connexion directe des périphériques les plus variés. Notons le développement actuel d'une forme particulière d'entrée-sortie liée à l'existence de réseaux de communication qui raccordent plusieurs machines entre elles. Le développement des moyens de commande et de programmation a connu deux étapes majeures. D'abord, le programme séparé avec la machine analytique, puis le programme enregistré et automodifiable avec la structure de von Neumann. Les organes techniques effectuant la transmission des ordres de commande ont cependant beaucoup plus varié avec l'évolution des technologies employées. Une même technologie a pu disparaître dans un domaine et se maintenir dans un autre. Ainsi, la technologie électromécanique s'est-elle maintenue dans les imprimantes jusqu'à ces toutes dernières années, alors qu'on ne la trouve plus dans les organes de calcul depuis 1945. Technologie mécanique. La représentation d'un nombre dans une machine utilisant une technologie mécanique s'est presque toujours faite au moyen d'organes animés d'un mouvement de rotation, le degré de rotation exprimant un chiffre donné. Cet organe, cylindre ou roue, était relié à des organes qui représentaient d'autres chiffres par des systèmes d'engrenages ou de roues dentées. La représentation mécanique des nombres se retrouve depuis la machine de Pascal jusqu'à la mémoire mécanique de Konrad Zuse en 1939. Mais elle existait déjà dans les horloges arabes et chinoises des Xe et XIe siècles. Cette constance cache cependant de profondes transformations technologiques. En effet, si les engrenages sont connus et étudiés dès l'Antiquité grecque, ils sont restés imprécis jusqu'à la Révolution industrielle. La fabrication de machines à calculer a d'ailleurs stimulé ce progrès, puisque Whitworth, l'un des principaux inventeurs de machines à tailler des engrenages, 1835, était auparavant employé par Clement, l'artisan chargé par Babbage de la construction de la machine à différence. La représentation mécanique des nombres offre l'avantage d'en permettre la lecture. Ce sont les transferts et la manipulation des nombres et surtout les moyens de commande qui soulèvent des difficultés. Lorsqu'un chiffre doit être additionné à un autre ou transféré sur un autre organe, le cylindre qui le porte est mis en rotation de la fraction du tour correspondante au chiffre et ce mouvement est communiqué à l'autre organe par le biais d'engrenages. Ce mécanisme se combine avec les mécanismes de report, de retenue et de décalage. C'est seulement au début du XIXe siècle que ces mécanismes simples sont fabriqués avec une fiabilité suffisante pour des machines destinées au commerce. Le problème est évidemment plus complexe si l'on envisage des machines comportant des mémoires de centaines de nombres et des mécanismes de programmation.
La technologie du XIXe siècle a permis la construction des organes de calcul de la machine analytique de Babbage, la mécanique de précision du XXe siècle, celle de la mémoire mécanique de Konrad Zuse. Mais les limitations de performance et surtout la complexité des mécanismes nécessaires ont énormément gêné ces inventeurs. L'introduction des programmes et des données dans une machine mécanique complexe comme celle de Babbage s'est faite au moyen de cartes perforées, qu'il ne faut pas confondre avec les cartes perforées modernes, dont la lecture est électromécanique et non purement mécanique. Technologie électromécanique. Les technologies électromécaniques mettent en mouvement des pièces mécaniques et mesurent leur position par des dispositifs électriques. On peut s'en servir de deux façons dans les machines à calculer. Soit uniquement pour commander les mouvements de pièces mécaniques, le codage des nombres restant mécaniques, soit que des relais électromagnétiques effectuent un codage binaire des nombres eux-mêmes, comme dans les machines de Stibitz, mises au point au laboratoire Bell à partir de 1937. L'utilisation de technologies électromécaniques pour la manipulation de nombres codés mécaniquement a été introduite par Torres y Quevedo. Celui-ci codait les nombres au moyen de barrettes se déplaçant devant des contacts. Il est le premier à avoir compris l'intérêt des techniques électromagnétiques pour la réalisation de dispositifs de comparaison et donc de programmation conditionnelle. L'électromagnétique apparaît avec Hollerith dans les organes d'entrée-sortie avec la lecture électrique des cartes perforées. Elle est ensuite largement utilisée pour le raccordement d'imprimantes, machines comptables et facturières, machines mécanographiques vers 1920. Il est extrêmement intéressant de connaître les mécanismes de commande et de programme d'une machine qui utilise une technologie électromécanique pour la manipulation des données. À un premier stade, le mécanisme de contrôle est contenu dans la structure du circuit qui raccorde les différents organes électriques de manipulation, qui agit de telle sorte que l'un se déclenche quand un autre se trouve dans un état déterminé. C'est ce qui a conduit Torres y Quevedo, dans ses essais sur l'automatique, 1901, à envisager la construction d'un circuit par fonction. On accède à un stade supérieur avec la notion de circuit reconfigurable au moyen de fiches semblables à celles d'un standard téléphonique. Cette technique, utilisée dans les totalisatrices des machines mécanographiques, amène à parler de programmes contenus dans les connexions établies par des fiches. Cette méthode a été reprise dans le tableau électronique de contrôle de l'ENIAC. L'avantage en est que le programme complexe à établir n'a pas à être décodé. Programmer consiste à fabriquer chaque fois une nouvelle machine spécialisée. Mais cette solution n'est applicable que pour des machines destinées aux opérations de calcul restreintes. Lorsque Stibitz et Aiken ont construit des machines à manipulation électromagnétique visant à faire des calculs très divers, ils ont repris les concepts de Babbage avec une technologie différente, revenant à une programmation codée séquentielle sur bande perforée lue par des moyens électromagnétiques. Les limitations du programme sur support séparé, le programme ne peut se modifier lui-même, auraient pu les gêner, mais déjà apparaissaient les premières utilisations du support électronique, beaucoup plus performant. Et aucune machine électromagnétique à programme enregistré n'a finalement vu le jour. La machine de Stibitz et d'autres projets comme celui de Louis Couffignal utilisaient la technologie électromagnétique pour la représentation binaire des nombres en mémoire. Le complexe calculator de Stibitz comportait des relais téléphoniques. Les positions ouverts-fermés fournissaient le système à deux états nécessaires à tout codage binaire. Cette innovation entraînait de riches possibilités en raison de l'équivalence qu'elle permettait entre opérations logiques et opérations d'arithmétique. Dès 1938, Claude Shannon a compris l'importance de cette trouvaille. Au même moment, John Atanasoff construisait la première machine à manipulation électronique qui utilisait également un codage binaire des nombres. La technologie de représentation électromécanique est donc arrivée trop tard pour exprimer ses potentialités. Elle n'a été qu'une étape transitoire. La plupart des constructeurs de machines à manipulation électromécanique de l'avant-guerre se sont ensuite lancés dans la conception de machines à manipulation électronique. Le support électronique et son évolution. Apparu pendant la Deuxième Guerre mondiale, le support électronique a dominé sans partage jusqu'à nos jours, mais cette pérennité cache de profondes mutations. Des tubes à vide de nos anciennes radios aux actuels circuits intégrés à très grande échelle,
seul subsiste le principe général d'un système à deux états, circulation ou non-circulation de flux d'électrons. Le maître mot de cette évolution est la miniaturisation. Celle-ci augmente autant que le permettent les limitations matérielles, pureté du semi-conducteur, complexité des liaisons, le nombre d'éléments présents sur un même morceau de métal semi-conducteur. Pour la première génération d'ordinateurs, les constructeurs ont hésité quant au choix d'une technologie pour les mémoires centrales. Certains ont adopté les tubes à vide, ou iconoscopes et tubes de Williams, qui étaient en usage pour les organes de calcul et de contrôle. C'est le cas pour l'EDVAC 1951 et les machines anglaises de Manchester 1948-49. D'autres ont recouru à des technologies différentes. Lignes à retard, tambours magnétiques. Utilisés pour la première fois sur le Whirlwind en 1949, les tors de ferrite ont été adoptés pour des raisons de coût, de fiabilité supposée et des problèmes de refroidissement des machines. Par la suite, l'utilisation de technologies similaires dans les organes de calcul et les mémoires centrales s'est imposée progressivement. Les autres supports, magnétiques en particulier, ont été consacrés aux mémoires dites de masse ou de stockage, auxquelles on n'accède que par des entrées-sorties et non par les adressages du jeu d'instructions d'une machine. La deuxième génération d'ordinateurs, par l'utilisation systématique de transistors dans les unités centrales, permet un gain en vitesse et en coût par opération de près d'un facteur 1000 par rapport aux premières machines électroniques. L'informatique cesse enfin d'utiliser les technologies de la radio et de la télévision. C'est le développement des circuits intégrés et au début des années 70, de l'intégration à grande ou à très grande échelle. Cette technologie propre va permettre un nouveau gain d'un facteur 1000. Le premier microprocesseur, l'Intel 4004, date de 1971 et la première mémoire vive de 1 kilobit intégrée de 1972. Ces technologies ont rapidement gagné la fabrication des gros ordinateurs et vers la fin des années 70, les grandes compagnies d'informatique étaient elles-mêmes fabricants de composants ou possédaient des participations chez les fabricants. On constate depuis quelque temps un certain tassement des progrès induits par l'électronique. Il est dû aux limites de précision de la technique photolithographique de fabrication des circuits, mais aussi à la limite absolue qu'imposerait aux performances la vitesse de la lumière. Ce ralentissement explique le regain d'intérêt pour les architectures parallèles de machines et même l'intérêt pour des supports nouveaux comme les mémoires biologiques. Organes d'entrée-sortie. Dans le domaine de l'introduction et de la visualisation de données, l'utilisation de l'électronique était limitée par le caractère essentiellement mécanique de certaines opérations, jusqu'à l'apparition des périphériques partiellement ou totalement électroniques. C'était le cas de l'oscilloscope sur l'EDVAC, de l'écran cathodique à partir du Whirlwind en 1949, des caméras de digitalisation, des périphériques de synthèse et de reconnaissance du son, puis, ces dernières années, des imprimantes à laser et des scanners de digitalisation. Ces innovations s'insèrent dans le mouvement de sophistication des organes d'entrée-sortie qui est propre au développement de l'informatique. La diversité croissante des applications a été un facteur d'innovation permanente dans ce domaine. D'abord, il a fallu éviter que les entrées-sorties ne freinent les organes de calcul. Des méthodes à la fois logicielles et matérielles ont permis aux entrées-sorties de fonctionner parallèlement au calcul et selon leur propre rythme, grâce à l'utilisation de mémoires tampons, puis d'organes spécialisés, les canaux. Les organes d'entrée-sortie se sont alors développés. 3 types de communication des unités centrales avec l'extérieur ont été mis au point qui recouraient à des mémoires auxiliaires, à un opérateur humain pour l'introduction de données ou de programmes et la visualisation de résultats, et enfin à d'autres ordinateurs ou des opérateurs situés à distance par l'intermédiaire des réseaux. Le support magnétique pour les mémoires auxiliaires s'est imposé jusqu'à ce jour, avec, dans l'ordre, les tambours, les bandes, les disques miniaturisés et les disquettes. Son faible coût et l'amélioration constante de la densité d'information ont joué en sa faveur. Mais depuis peu, le support optique avec ses disques gravés et lus par laser s'affirme comme un concurrent potentiel. Notons que malgré les recherches des militaires, préoccupés de la sensibilité du support électronique au champ magnétique intense suscité par les explosions thermonucléaires, il n'a pas encore été possible de produire des organes de calcul entièrement optiques. Dans le domaine des communications avec un opérateur humain,
Deux ensembles de périphériques se sont succédés, le couple lecteur de cartes perforé imprimante, puis le couple clavier terminal papier ou écran. Le premier correspond à l'époque du traitement par l'eau. L'application des systèmes de temps partagés et la normalisation des interfaces de communication ont rendu possible le second. Depuis 1975, les moyens de communication homme-machine se sont multipliés. Les écrans graphiques étaient réservés à quelques utilisateurs scientifiques, du fait de leur coût et de leur grande consommation en temps de calcul et en mémoire. Ils sont devenus courants. Désormais, grâce au développement de microprocesseurs spécialisés, entrées et sorties sonores prennent de plus en plus d'importance. Des outils d'introduction de données, nouveaux ou anciens, mais peu répandus jusqu'alors, sont maintenant courants. Tablettes graphiques, souris, crayons optiques, écrans tactiles. Enfin, les réseaux se sont progressivement développés. D'abord les réseaux téléphoniques, puis les réseaux à ligne spécialisée ou à commutation de paquets, enfin les réseaux locaux coaxiaux ou à fibre optique. Ils ont étendu à l'échelle du globe le domaine des communications possibles d'un ordinateur et permis de nouveaux types d'applications, les applications réparties, où le traitement et les données sont distribués entre plusieurs machines distantes les unes des autres. Vue synoptique de l'informatique depuis 1945. Le tableau qui suit regroupe les faits marquants de l'informatique et de son évolution depuis 1945. Les événements réunis dans ce tableau ont été commentés dans les sous-chapitres précédents. Usage de l'informatique, parallèle entre cerveau humain et machine, évolution des structures de machines et facteurs technologiques. Deux autres aspects doivent être soulignés, l'histoire industrielle et l'histoire du logiciel. Au début des années 50, lorsque les ordinateurs se comptaient encore par unité, la société IBM paraissait sérieusement menacée par plusieurs concurrents qui possédaient une certaine avance technologique sur elle. Sperry Univac, né du rachat de la société Descartes et Moseley par Remington Rand, et la jeune informatique anglaise avec Ferranti. Cependant, le savoir-faire d'IBM en matière d'adaptation aux besoins des entreprises constituait un avantage décisif dans la compétition industrielle. Avec l'IBM 704 de 1954, une machine scientifique destinée aux grands laboratoires et entreprises, et plus encore avec l'IBM 1401 de 1959, la firme jouissait d'une solide implantation sur le marché mondial de l'informatique. C'est ainsi qu'elle a vendu plus de 20 000 exemplaires de l'IBM 1401, une machine de gestion pour entreprises moyennes. Ce chiffre est tout à fait exceptionnel si on le compare à la diffusion des machines antérieures. IBM a donc conservé de 60 à 70% du marché mondial et a mené une politique prudente, conservatrice, à partir du lancement de l'IBM 360, 1964. Deux types de concurrents ont tenté de bousculer cette domination. Aux États-Unis d'abord, où des innovateurs prenant plus de risques qu'IBM ont réussi à s'implanter dans de nouveaux secteurs de l'informatique, en stimulant la création. C'est le cas de Digital Equipment pour les micro-ordinateurs orientés temps réel et temps partagé de plusieurs compagnies d'informatique militaire ou spatiale, d'Honeywell et General Electric pour certains réseaux, de Hewlett-Packard pour l'instrumentation scientifique, d'Apple pour la micro-informatique, etc. Mais ces réussites sectorielles restent assez fragiles. Un deuxième type de concurrent naît avec les tentatives de divers pays d'Europe pour soutenir leurs constructeurs nationaux dans un souci d'indépendance et de développement économique. Les principaux sont ICL en Grande-Bretagne, Bull en France, Siemens en Allemagne, Philips aux Pays-Bas. Depuis peu, le Japon paraît être le concurrent potentiel le plus dangereux pour les compagnies américaines, surtout dans le domaine des composants. Des pays en voie de développement, comme le Brésil, tentent également de développer une industrie nationale. Mais les auteurs de ces tentatives, incapables de trouver un terrain d'entente, ne sont parvenus qu'à maintenir leur niveau technologique global à la hauteur de celui des États-Unis, évitant surtout une dépendance trop importante. L'histoire du logiciel, machine qui s'interpose entre l'utilisateur et la machine physique, à la fois trop complexe et trop rudimentaire, est celle d'une réinvention de l'informatique.
Le développement des langages de programmation sert de moteur à cette réinvention puisque ces langages ont fini par englober, sous le nom d'environnement, les nombreux éléments des systèmes d'exploitation, et les programmes d'application eux-mêmes offrent à l'utilisateur la possibilité de se servir de langages de commande. En 30 ans à peine, on a défini une multitude de langages délimités le cadre théorique de leur syntaxe, avec les travaux de Noam Chomsky et de leur sémantique, développé les techniques de leur mise en place, techniques de compilation, génération de compilateurs, et réfléchi sur la fiabilité des programmes. Dès les années 60, quelques notions ont émergé de ce foisonnement, les structures de contrôle, l'abstraction des données et des programmes ainsi que la modularité. Un certain consensus semblait devoir s'établir, mais le développement des langages fonctionnels applicatifs, logiques ou parallèles, est venu le bousculer, donnant le signal d'un nouveau foisonnement. Enfin, les Européens ont toujours joué un rôle important dans l'histoire des langages de programmation, avec leur participation à ALGOL, Pascal, Prolog et bien d'autres encore.